Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à nouveau pour ce webinaire du Réseau national Génopsy qui est porté aujourd'hui sur les mesures de protection judiciaire. Alors, on va s'intéresser à ce sujet parce que c'est souvent un sujet primordial pour les personnes et pour les familles, mais il faut bien l'avouer qu'il est souvent un petit peu obscur. Pour nous éclairer sur ce sujet aujourd'hui, nous avons avec nous professeure Caroline Demilly, experte psychiatre et responsable du réseau national Génopsy. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle le déroulé du webinaire. Donc, vous allez assister à une présentation de 20 minutes de professeur Demilly et ensuite on aura un temps d'échange ensemble. Pendant la présentation, merci de bien vouloir garder vos micros coupés. Si jamais vous avez des questions brûlantes, vous pourrez les écrire dans le chat qui se situe en bas de votre écran ou vous pourrez poser vos questions à la fin de la présentation. Merci également pour les personnes qui ne souhaitent pas que leur image apparaisse, de bien vouloir garder leur caméra fermée puisque ce webinaire est enregistré et sera rediffusé sur nos réseaux. Sans plus attendre, professeure Caroline Demilly, c'est à vous. Merci beaucoup, Pauline, pour cette introduction. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Alors, donc, nous sommes réunis ce midi pour une quarantaine de minutes ensemble pour aborder un domaine qui est souvent source de questions de la part des personnes concernées, de la part des familles, que ce soit les parents, les frères et sœurs, parfois même les enfants, qui consiste en la protection judiciaire des biens et de la personne. Alors, Alors, ouais, super, pardon. la définition et les enjeux de cette protection, tout d'abord, c'est de pouvoir, au sein des familles ou au sein des structures médico-sociales ou sanitaires, repérer des personnes qui sont vulnérables sur le plan psychique, sur le plan cognitif, parfois aussi sur le plan physique ou social. C'est-à-dire que la mesure de protection des biens n'est pas strictement associée aux troubles du développement intellectuel, par exemple, ou n'est pas non plus l'apanage exclusif des troubles psychiatriques ou des difficultés sociales. Une vulnérabilité, qu'elle soit psychique, cognitive, physique ou sociale, peut interroger sur la nécessité d'une protection. Qui dit protection des personnes dit aussi maintien de leur citoyenneté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à expliquer, à la fois aux personnes qui vont bénéficier de ces protections, mais également à l'entourage. C'est-à-dire que une fois la mise en place de la mesure de protection, que l'on soit, on va revoir ensuite les différents types de mesures qui existent, que ce soit une tutelle, une curatelle, une habilitation administrative familiale, la personne garde son autonomie. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de décider pour la personne du lever au coucher. C'est-à-dire qu'elle va continuer à être en capacité de prendre des décisions dans la dignité et la sécurité. L'idée, c'est finalement d'apporter un étayage à cette vulnérabilité, une sorte de filet de protection en quelque sorte. Et c'est ce qu'on explique aux personnes. Vous allez garder la possibilité de faire des choix, d'avoir des demandes, d'avoir des volontés. Simplement, on va s'assurer que la mise en place de ce que vous souhaitez pour vous-même va se faire dans la sécurité. Alors, c'est très important de pouvoir parler rapidement de ces mesures de protection pour que la personne ne se mette pas en danger. Le repérage précoce, notamment par les professionnels de santé qui ont en charge l'accompagnement de ces jeunes majeurs, est extrêmement important. Et c'est le lieu d'une collaboration entre la médecine, la justice et le secteur social. Alors, on a différents grands types de vulnérabilité dans le champ, on va dire, très large de la psychiatrie. On a toutes les vulnérabilités qui sont liées aux atteintes neurodégénératives. On pense notamment à différents types de démence ou à la maladie d'Alzheimer. Et là, ce sont souvent les enfants qui sont concernés par l'alerte vis-à-vis de leurs parents. On a toute la sphère des troubles psychiatriques chroniques, où la personne va développer une vulnérabilité
liées à des accès psychiatriques, à des mises en danger, et va pouvoir bénéficier de cette protection. Dans une autre case, on a l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, au sein desquels sont concernées les maladies rares du neurodéveloppement, et qui ont une coloration un peu particulière, et on le reverra notamment dans tout ce qui concerne l'habilitation administrative familiale, parce qu'on va souvent avoir des parents qui vont continuer à l'âge adulte à faire ce qu'ils faisaient lorsque leur enfant était plus jeune. Et finalement, il n'est pas tellement question de la mise en place d'une mesure, mais plutôt de la continuité d'un accompagnement. Et donc, ça donne une coloration un peu spéciale à ces mesures. On a aussi la sphère des addictions, où des personnes qui sont addictes à l'alcool ou à différents types de substances regagnent en autonomie vis-à-vis du produit lorsque leur possibilité d'accès à des finances est plus cadrée. Et on a vu des personnes pouvoir améliorer leur consommation d'alcool ou de cocaïne, d'héroïne, de cannabis, parce que l'accès aux finances n'était plus possible sans justement ce filet de sécurité. Et puis enfin, on a également la sphère plutôt cognitive de toutes les altérations des facultés qui sont liées tout simplement à l'âge, sans forcément qu'il y ait un processus démentiel. Une personne qui va devenir peut-être trop âgée pour prendre les bonnes décisions qui la concernent, ou à un accident, notamment accident ayant occasionné des dommages cérébraux. Alors, les grands principes des mesures de protection. Alors, il y a tout d'abord ce qu'on appelle, au plan du droit, un principe de nécessité, c'est-à-dire que, en premier lieu, la mesure de protection, elle doit toujours être justifiée médicalement. C'est-à-dire que ça n'est pas possible d'octroyer une mesure de curatelle simple, de curatelle renforcée, d'habilitation administrative familiale, s'il n'y a pas un médecin qui rédige une expertise justifiant l'utilité de la mesure. Donc, c'est une décision médicale. Il y a également un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on privilégie toujours les mesures les moins contraignantes. C'est-à-dire que le certificat médical initial, l'expertise médicale, va faire un point exhaustif sur les compétences et les fragilités de la personne et va conseiller la mesure qui soit à la fois la plus adaptée, principe de proportionnalité, et la moins contraignante, le principe de subsidiarité. Et dans tous les cas, on respecte les libertés individuelles. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de priver une personne de sa liberté, de choisir pour elle-même, d'avoir ses goûts, d'avoir envie de s'acheter telle ou telle chose, d'avoir envie d'aller à tel ou tel endroit. Simplement, on va le faire de manière plus étayée pour que cette personne ne se mette pas en danger. Alors, la première mesure qui est la plus simple, c'est une mesure qui peut être prononcée en urgence et qui est provisoire. Ce qu'on appelle la sauvegarde de justice, qui peut être demandée dès l'accueil aux urgences, ou dès une première consultation, ou dès une première hospitalisation, c'est-à-dire que la personne va conserver ses droits, mais on va pouvoir contester des actes qui sont contraires à ses intérêts. Par exemple, une personne qui présente un état de décompensation psychiatrique et qui va tout d'un coup acheter une Ferrari. Voilà. Donc on sait que cet achat n'est pas raisonnable et qu'il est lié à un moment de vulnérabilité psychiatrique. Donc on a la possibilité de demander en urgence cette sauvegarde de justice qui va justifier qu'au moment de l'achat, ou au moment de la dépense, ou au moment de la rédaction de tel ou tel acte, ou de la contraction de tel ou tel crédit, la personne n'avait pas l'ensemble de ses facultés pour prendre des décisions qui soient utiles à sa qualité de vie. Alors, quand on a une personne qui est en difficulté prolongée, c'est une mesure qui permet d'assurer une sécurité dans l'attente de mise en place d'une mesure de curatelle ou de tutelle. Et donc, la sauvegarde de justice, ce n'est pas une mesure qui va se prolonger dans le temps, mais qui a l'intérêt d'être prise en urgence. Et ça peut concerner aussi un jeune avec maladie rare ou avec trouble du neurodéveloppement qui a toujours été jusque-là, par exemple, très accompagné par sa famille
mais qui, et c'est la loi, hein, à partir de l'âge de 18 ans, a une autonomie complète le ou la concernant et qui va prendre une mauvaise décision. Mauvaise décision financière, contracter un crédit ou signer quelque chose qui n'est pas conforme à ses intérêts. Donc là, il y a la possibilité de demander en urgence sous 24 heures cette sauvegarde de justice qui va venir annuler l'acte, la dépense, le crédit, etc., qui a été contracté par la personne. Ensuite, une fois qu'il est établi que la personne a le besoin prolongé d'être aidée, il est possible de mettre en place une mesure de curatelle. Donc, c'est toujours une mesure qui va être mise en place après un avis médical. Donc, il est nécessaire pour cela de prendre contact avec un médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel des experts du tribunal concerné par la demande, qui va expertiser la personne, qui va déterminer son parcours, ses altérations, sa vulnérabilité, ses fragilités, et qui va répondre à un certain nombre de questions du magistrat. À l'issue de cette évaluation, si la personne nécessite une assistance, essentiellement pour les actes à portée financière, avec la nécessité de ce qu'on appelle un mandataire extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas la famille qui va, qui va forcément principalement gérer, mais un mandataire extérieur, il est possible de faire une demande de curatelle. Cette curatelle, elle peut donc être exercée soit par la famille, soit par une association tutélaire, c'est-à-dire un mandataire extérieur. Il existe deux types de curatelle. La curatelle simple. La curatelle simple, le curateur va venir aider la personne uniquement pour certains actes importants financiers. Par exemple, la personne va prendre un appartement en autonomie et va mettre en place le règlement du loyer. Ou alors la personne va contracter un certain nombre d'assurances. Donc là, le curateur va venir aider pour les actes importants. Si la personne est un peu plus en difficulté vis-à-vis des finances et qu'elle n'a pas besoin d'une simple surveillance des actes importants, mais plus d'une aide à gérer le quotidien, va se mettre en place ce qu'on appelle une curatelle renforcée. Et cette fois, la gestion des revenus va être faite par le curateur. Le curateur qui peut être un membre de la famille, toujours, hein, bien sûr, ou un membre d'une association tutélaire. La caractéristique de la curatelle, c'est que la personne conserve son autonomie administrative. C'est-à-dire que la personne peut signer des actes administratifs qui la concernent. L'aide ne concerne que les finances. Dans la curatelle simple et la curatelle renforcée, que le mandataire soit familial ou associatif, il y a un rapport annuel à faire au juge des tutelles qui fait état très précisément de l'ensemble des dépenses et des revenus. La tutelle, c'est une autre mesure de protection qui est plus complète, car il s'agit d'une mesure d'aide financière, mais aussi de représentation de la personne. Et le tuteur, qu'il soit un membre de la famille, encore une fois, ou une association tutélaire, va venir agir au nom de la personne protégée. C'est-à-dire que le tuteur va représenter dans tous les actes de la vie administrative et financière la personne qu'il protège. Ça concerne tous les actes administratifs et patrimoniaux avec un contrôle renforcé du juge. C'est-à-dire que là, on va avoir, dans la mesure où la personne va véritablement agir à la place de la personne protégée, il va y avoir un contrôle qui sera renforcé de manière annuelle. La tutelle ne prive pas la personne de ses droits. C'est-à-dire que la personne a toujours le droit de décider pour elle-même. C'est une mesure de représentation, ça n'est pas une mesure de décision. C'est-à-dire que dans les décisions importantes qui nécessitent d'intégrer un contexte, de lire des documents administratifs, de comprendre leur portée, de signer, etc., la personne va être représentée, mais reste toujours décisionnaire de ce qui la concerne. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent aussi dans les mesures de tutelle. Les mesures de tutelle, la personne, sauf vraiment
précision du juge, mais la personne sous tutelle a désormais le droit de vote. Avant, les personnes qui étaient placées sous tutelle n'avaient pas le droit de voter lors de toutes les grandes élections locales ou nationales. Aujourd'hui, ce temps est révolu et les personnes placées sous tutelle ont le droit de voter, sauf si le juge mentionne très spécifiquement que la personne n'a pas le droit de voter, mais ça reste excessivement rare. Et pour ma part, récemment, je ne l'ai jamais rencontré. Donc les personnes peuvent voter. Et puis en mars 2016, un certain nombre de familles ont rapporté que toutes ces mesures étaient extrêmement lourdes, dans la mesure où elles avaient déjà leurs proches à protéger, que ce soit leurs parents dans des phénomènes neurodégénératifs, leurs enfants pour les troubles du neurodéveloppement, leurs frères et sœurs, etc. Et qu'en plus, il fallait rendre des comptes très précisément au plan administratif de manière annuelle. Donc finalement, les familles commençaient à se dire que c'était un petit peu double peine. À la fois, on s'occupait de son proche, on se dévouait pour son proche, et puis à la fois, il fallait rendre des comptes extrêmement précis. Donc, les familles ont œuvré pour la simplification des démarches judiciaires. Et aujourd'hui, depuis mars 2016, il existe l'habilitation familiale. Alors, elle peut être générale, ce qui va ressembler un petit peu à la tutelle, ou limitée à certains actes. Et l'intérêt de l'habilitation administrative familiale, c'est que c'est une forme de contrat de confiance entre les équipes qui accompagnent la personne, la justice et la famille. Et la famille va gérer les biens, va représenter le sujet, à l'instar de la curatelle ou de la tutelle, mais il n'y aura pas de contrôle administratif. C'est un contrat de confiance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plusieurs membres de la famille peuvent être désignés. S'il y a des frères et sœurs notamment, c'est souvent à l'issue d'un conseil de famille que l'on désigne le père, la mère, le frère, la sœur, pour que collectivement, en solidarité, la famille aide les proches. Et donc, la caractéristique de l'habilitation, c'est que plusieurs mandataires sont possibles. Ensuite, on a également la possibilité d'octroyer ce qu'on appelle un mandat de protection future. Ça, ce mandat de protection future, il est plutôt réservé à des personnes en situation de vieillissement ou alors d'adultes qui ont conservé une relative autonomie en famille, mais qui perçoivent un avenir peut-être plus fragile et qui veulent anticiper la suite. Et donc, le mandat de protection future, ça consiste dans la désignation d'un mandataire par la personne à l'avance qui va s'activer en cas d'altération des facultés. C'est-à-dire, typiquement, une personne, si on se place dans le champ des troubles du neurodéveloppement, on a un adulte qui a une quarantaine, une cinquantaine d'années, qui a toujours été aidé par sa famille, mais avec des parents qui sont vieillissants. Et collectivement, la famille se dit, bah, nous, le jour où on ne sera plus là, ça s'est toujours bien passé avec notre fils ou avec notre fille, on a un petit peu géré à l'amiable, si je puis m'exprimer ainsi, dans le sens où il n'y a pas forcément eu d'habilitation administrative familiale qui a été mise en place, mais le jour où on ne sera plus là pour l'aider, comment va se passer la suite? Eh bien, ce mandat de protection future, qui s'active en cas d'altération des facultés, va permettre de préserver la sécurité, l'autonomie de la suite des personnes qui ont peut-être été aidées une partie de leur vie ou alors qui voient s'amorcer un processus neurodégénératif. Alors, la protection de la personne, il y a plusieurs grands principes qui sont inhérents à cette protection. Vraiment garder en tête que ça n'est pas une disposition qui va venir décider à la place de la personne. Et ça, parfois, il peut y avoir une certaine confusion dans l'esprit de certains mandataires. Alors, je l'ai personnellement moins rencontré dans le cadre du mandat familial, mais je l'ai parfois retrouvé dans le cadre d'un mandat associatif, où d'un seul coup, la personne à laquelle était confiée la mesure de tutelle, par exemple, ou de curatelle renforcée, se mettait à décider de manière un peu autoritaire sur des grands domaines qui concernaient vraiment l'autonomie de la personne.
Donc, par exemple, la protection de la personne, elle respecte le consentement aux soins. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne est placée sous tutelle qu'elle n'est plus, que son consentement aux soins n'est pas requis. On ne peut pas soigner une personne contre sa volonté, quand bien même elle est placée sous tutelle. La tutelle et la curatelle, si elle est confiée par exemple à un mandataire extérieur, doit toujours préserver les liens familiaux et sociaux. Et parfois, il arrive que la mesure de tutelle soit exercée à la fois par la famille avec un relais associatif, parce qu'en général, on préserve autant que possible la mesure de protection des liens familiaux et sociaux. Dans les décisions médicales importantes, le tuteur doit accompagner la personne. Ça ne veut pas dire qu'elle va décider à sa place, ça ne veut pas dire qu'elle va passer outre son consentement ou son non-consentement aux soins, ça veut dire qu'elle va servir de personne de transition entre les équipes médicales et la personne concernée. C'est pour ça que c'est très important pour les équipes sanitaires et médico-sociales d'avoir de bons liens avec les curateurs, les tuteurs, les personnes auxquelles sont confiées l'habilitation administrative familiale, parce que ces personnes qui représentent l'usager vont vraiment être une courroie de transmission pour bien comprendre les décisions les concernant et qui doivent bien sûr toujours protéger l'intégrité physique et psychique. Alors la protection des biens, donc qui existe dans la tutelle, qui existe dans la curatelle et qui existe dans l'habilitation administrative familiale, va venir gérer le patrimoine et les ressources des personnes, payer les dépenses essentielles, garantir le paiement des dépenses essentielles, surveiller les actes de disposition importants et prévenir les abus financiers. Après, en fonction du degré d'autonomie de la personne, il est possible de plus ou moins lui confier la gestion d'un pécule mensuel, hebdomadaire, pour les dépenses courantes. Un certain nombre de personnes qui sont placées sous curatelle ou sous habilitation administrative familiale instaurent une véritable cogestion des choses avec le curateur, le tuteur et la personne qui détient l'habilitation administrative familiale. L'idée, c'est d'aider la personne à s'autonomiser. C'est pas de toujours tout faire à la place pour qu'elle n'acquiert pas de compétences. Et c'est pour ça qu'au moment de l'expertise, le juge demande à l'expert, est-ce que la mesure doit être prononcée pour une durée supérieure à 5 ans? Parce que parfois, on a des personnes qui sont dans une transition vulnérable. On sait que pour un certain nombre de raisons, elles vont par exemple pouvoir être abusées par autrui, donc il est nécessaire de les protéger. Mais on se dit peut-être que 5 ans plus tard, ça aura très bien évolué, donc la mesure cessera. Et c'est donc une des questions du juge d'aborder la durée de la surveillance. Alors, de notre côté professionnel de santé, notre rôle, eh bien, il est d'évaluer cliniquement et au plan cognitif et psychiatrique en termes de vulnérabilité si la personne a besoin d'être protégée, de répondre aux questions du juge des tutelles par l'expertise lorsque l'on est expert agréé auprès de la cour d'appel, bien sûr de dépister les situations de maltraitance et puis toujours intégrer cette question de protection dans une équipe pluridisciplinaire avec un véritable lien avec les personnes qui sont mandataires parce qu'elles vont être de véritables partenaires du soin. J'accélère parce que je suis un petit peu bavarde, que vous puissiez poser des questions. Alors, les droits de la personne protégée, on doit tout d'abord le respecter dans sa dignité, dans ses choix et dans sa vie privée. Un tuteur, par exemple, ne va pas décider de qui est le petit ami ou de qui ne l'est pas. Un tuteur ne va pas décider de la participation à la recherche, par exemple. Un tuteur ne va pas décider si la personne veut aller passer ses vacances à Chamonix ou plutôt à Nice. On respecte la personne dans toutes les dimensions de son autodétermination. La personne a toujours le droit à l'information et à l'expression et a à tout moment possibilité de faire un recours contre la mesure, très simplement en écrivant un courrier au juge des tutelles.
la procédure est la suivante. La personne est alors réexpertisée par un expert agréé qui va dire, eh bien, oui, effectivement, la personne a acquis des compétences et peut-être qu'on peut passer de la tutelle à la curatelle, peut-être qu'on peut arrêter, peut-être qu'on peut modifier la mesure ou peut-être qu'on peut tout simplement y mettre fin. En conclusion, des repères très simples, c'est que toutes les mesures de protection doivent être individualisées. C'est pour ça qu'elles font suite à une expertise médicale circonstanciée. On protège, mais on préserve l'autonomie dans une coordination médico-sociale et juridique avec les familles, en respectant la bientraitance et le respect des droits. Ce que je vous dis là aujourd'hui sera peut-être bientôt caduc, puisqu'il est question d'une grande modification de la loi sur les mesures de protection, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule mesure de protection qui existe, avec différents tiroirs, différentes options. Parce qu'on considère aujourd'hui qu'il y a peut-être une légère stigmatisation, puisqu'en fonction du nom de la mesure dont la personne va bénéficier, eh bien, on peut connaître indirectement un certain nombre d'éléments sur elle. Si elle bénéficie d'une tutelle, si elle bénéficie d'une curatelle, s'il y a de la famille ou pas pour exercer la mesure, ça peut être quelque chose de peu éthique. Donc, on se dirige vers une seule mesure qui serait une mesure avec option. J'espère avoir fait un tour Merci rapide beaucoup. sur les différentes options et je me tiens à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, professeur Domini, pour tous ces éclairages sur les mesures de protection judiciaire qui peuvent émailler le parcours des adultes avec maladies rares. Alors, on a déjà quelques questions dans le chat. Nous avons Hugues qui nous demande si l'habilitation familiale peut être exercée par un membre plus éloigné de la famille, comme par exemple un cousin, voire même un ami très proche. Alors, l'habilitation administrative familiale, elle porte son nom, c'est familial, donc elle ne peut pas être exercée par un ami. Après, elle peut être exercée par un membre de la famille moins proche que les parents, les enfants, les frères et sœurs, mais il faut que cette décision relève d'un conseil de famille et que tout le monde soit parfaitement d'accord à l'unisson pour que la personne exerce la mesure. D'accord, très bien. Et si jamais la famille avait mis en place une mesure de curatelle que la famille exerce, est-ce que c'est possible de modifier pour une mesure d'habilitation administrative familiale? Alors oui, tout à fait. On a des familles qui sont désignées tuteurs ou curateurs qui, pour des questions de simplification administrative, demandent une habilitation administrative familiale. Le juge va redemander une nouvelle expertise. C'est-à-dire que l'expert va refaire le point sur les compétences et la fragilité de la personne, sur les dispositions de la famille, sur l'utilité de faire évoluer la mesure, mais c'est tout à fait possible et c'est fréquent. Et en moyenne, le délai de mise en place, à part la sauvegarde de justice qui est rapide, est-ce qu'on a une idée du 4, délai? 4 à 6 mois. 4 à 6 mois, il y a des tribunaux qui sont plus ou moins rapides. Ça dépend aussi des fluctuations des périodes de l'année, mais en général, c'est jamais, jamais avant 4 mois. Et bon, parfois, ça va au-delà de 6 mois, mais c'est quand même rare. Petite question pratico-pratique, ça doit toujours être un médecin qui rédige le certificat? Toujours. C'est toujours un médecin qui fait l'expertise. C'est pas un certificat, c'est-à-dire que le médecin traitant, ou le psychiatre traitant, le neurologue traitant ne peut pas faire ce certificat. C'est un psychiatre inscrit sur la liste des experts agréés. Et comment faire si la personne concernée refuse d'être protégée? Alors ça, c'est très compliqué. Euh, j'ai une réponse vraiment un peu simplette, mais il faut essayer de la convaincre. Parce qu'il est quand même très rare que les juges prennent la décision d'une mesure de protection en allant à l'encontre complètement des souhaits de la personne. C'est-à-dire que si la personne, on pense notamment au champ des troubles psychiatriques, des addictions, etc., si la personne exprime fermement son refus, il est quand même très rare que le juge passe outre. Donc il faut essayer de la convaincre en essayant d'aménager les choses, en commençant peut-être par une curatelle simple, mais en mettant aussi l'accent qu'on peut être vulnérable un jour sans être vulnérable toujours, que la mesure, elle peut être limitée dans le temps, mais rarement le juge va passer outre.
Une personne nous demande quelle est la mesure de protection la plus adaptée finalement si la demande c'est moins de protéger la personne, c'est bien que de l'accompagner vers le suivi médical. Alors, l'accompagnement vers le suivi médical ne relève pas forcément d'une mesure de protection des biens ou de la personne. La mesure de protection de la personne, c'est la représentativité, c'est-à-dire faire à la place de la personne un certain nombre d'actes administratifs ou gérer ses biens. Après tout l'accompagnement vers les soins, ça relève plutôt de l'éducation thérapeutique, ça relève plutôt de la coordination médicale des soins, et ça relève moins des protections par tutelle, curatelle ou habilitation. Et d'ailleurs, parfois, on a des tuteurs qui nous contactent ou des familles en disant, mais moi je suis son tuteur, je veux qu'il soit soigné. Lui, il veut pas, mais moi, je suis son tuteur, je veux qu'il soit soigné. Et malheureusement, le consentement aux soins ne relève pas de la mesure de protection et c'est parfois très, très frustrant pour les familles, mais On a beaucoup, beaucoup de questions dans le chat. Euh, Quelqu'un demande, est-ce que ça arrive parfois que le juge refuse la mesure alors que le médecin expert statuait pour? Alors oui, ça existe, tout à fait. Ça existe souvent en cas de refus de la personne. C'est-à-dire que lorsque la personne est d'accord, lorsque l'expert atteste médicalement du besoin, en général, il n'y a absolument aucune raison que le juge aille contre. Par contre, si la personne explique, bah voilà, moi j'ai été expertisée, mais en fait je ne veux pas du tout, j'ai réfléchi, je me suis renseignée, là, effectivement, le juge peut être amené à aller contre l'avis de l'expert. Et vous avez précisé tout à l'heure que la levée pouvait également être demandée par la personne, mais est-ce que d'autres personnes peuvent demander la levée ou s'opposer à la mesure finalement? Alors non, c'est la personne elle-même qui peut demander la levée ou s'opposer à la mesure. On peut avoir parfois la personne qui est mandataire qui va faire un courrier d'accompagnement de cette demande, soit pour dire, bah oui, alors on a des curateurs ou des tuteurs qui disent, bah oui, ça va beaucoup mieux. C'est envisageable, par exemple, de passer de la tutelle à la curatelle, ou c'est envisageable de passer de la curatelle renforcée à la curatelle simple, ou de lever. Et puis à l'inverse, on a parfois des mandataires qui tirent la sonnette d'alarme en disant attention, vous allez recevoir la personne que je protège. Malheureusement, elle n'a pas tout à fait conscience de ses difficultés, de sa fragilité, et je pense que la mesure est encore utile. Merci. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une question qui interroge parfois des dissensions entre la famille et un mandataire extérieur et qui interroge comment faire pour que le mandataire comprenne la complexité des parcours en maladie rare. Est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Alors, il n'y a pas de formation des mandataires aux maladies rares, aux troubles du neurodéveloppement. Euh, donc c'est pour ça que il est important qu'il puisse y avoir une solide collaboration entre les équipes, le mandataire, la famille et la personne concernée. J'ai déjà, alors c'est pas une majorité des cas, mais j'ai déjà été amenée à voir dans mon parcours médical des situations de blocage où vraiment le mandataire n'était plus du tout à l'unisson avec la personne qu'elle représentait et la famille. Et dans ce cas-là, il est possible de faire un courrier au juge pour demander un changement de mandataire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on attribue un mandataire tuteur, curateur à la personne, elle ne conserve pas forcément ce mandataire, quoi qu'il arrive, pendant 20 ans. Il est possible d'en changer. Donc, on peut changer de mandataire. Tout à fait. Et quand une mesure de protection est mise en place, euh, comment se passe la diffusion de cette information? Est-ce que tous les membres de la famille sont mis au courant? Alors non. Lorsque une mesure de protection est mise en place, eh bien, il y a une audience auprès du juge. Le juge rend un PV d'audience. Sur ce PV d'audience, il est écrit que la personne est placée sous tutelle, sous curatelle, sous habilitation administrative familiale, nomme les mandataires, et ensuite les mandataires et la personne disposent de ce jugement qu'elles vont pouvoir communiquer à toutes les administrations, à la banque, etc., permettant d'exercer le mandat. Mais on peut très bien être sous tutelle avec un mandataire extérieur sans informer sa famille. C'est une liberté individuelle. Ou alors on peut avoir une habilitation administrative familiale
exercée par la maman et que le reste de la famille, les cousins, les grands-parents, ne sont pas au courant. Ça n'est pas diffusé de manière large à la famille. On préserve la discrétion sur ce sujet. Donc, sont informées les personnes qui vont finalement protéger Agir et être mandatées. l'administration et les organismes bancaires. Alors, une question un petit peu épineuse parce que le choix de la personne est important. Mais parfois, s'il y a voilà, des idées délirantes, par exemple, ou une désorganisation psychique, comment fait-on pour ces cas-là? Ça, c'est une des questions du juge dans l'expertise. C'est le juge va nous dire est-ce qu'il est opportun de confier le mandat à la famille? Et si oui, à quel membre de la famille? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une mesure de protection, que ce soit une tutelle, une curatelle, une habilitation administrative familiale, un mandat de protection future, etc., ce sont des mesures qui peuvent évoluer. En fait, tout n'est pas figé une fois que le jugement est rendu et on peut facilement réviser une mesure de protection. Dans le cas des troubles psychiques sévères, si une personne est amenée à développer des idées délirantes, interprétatives, etc., sur la famille, ça n'est pas conseillé médicalement de confier le mandat à la famille parce que c'est la mettre en difficulté avec son proche. On peut par contre indiquer au juge que pour le moment, il y a une contre-indication psychiatrique à ce que la famille puisse être désignée, en précisant au juge qu'en fonction de l'évolution clinique et de l'amélioration des symptômes, cette mesure peut être révisée dans 3 ans, dans 2 ans, etc. Rien n'est figé en fait. Oui, et puis si la personne elle-même présente des idées délirantes, il est tout de même possible de mettre en place la mesure de protection. Bien sûr, et d'ailleurs, on met beaucoup en place de mesures de protection pour des personnes délirantes qui, à la faveur d'un accès aigu, vont prendre des décisions qui ne sont pas forcément très adaptées pour elles. J'ai vu qu'il y avait une question de Sandrine Landau qui dit il y a des médecins qui refusent d'échanger avec la famille s'il n'y a pas de mesure de protection juridique. Ça, c'est complètement faux en fait. Il n'y a pas de lien entre les entretiens familiaux pour le soin de la personne et la protection juridique. Donc ça, c'est inentendable en fait. Une personne demande également par rapport à la fin de vie, sur le fait que l'avis des tuteurs ne sera pas demandé, ou parfois la personne adulte protégée sous tutelle ou habilitation familiale eh bien, ne va pas être sollicitée à cause du trouble du développement intellectuel. Je n'ai pas compris la question. Euh, je pense qu'une personne interroge comment est-ce que ça se passe, la mesure de protection judiciaire avec la fin de vie, désignation des directives anticipées, personnes de confiance. Est-ce qu'on sollicite le tuteur, la personne en... Quelle est la place du Exactement. tuteur là-dedans? La personne concernée reste la personne qui décide pour elle-même, mais elle peut être aidée, représentée dans sa décision, mais elle reste la personne qui décide pour elle-même. C'est-à-dire que si une personne émet des directives anticipées, le tuteur ne peut absolument pas aller contre. Ça reste un droit à la dignité de la personne et ça ne concerne pas la mesure de tutelle. Par contre, s'il y a des choses à faciliter entre la personne et l'équipe médicale, le tuteur peut jouer un rôle de facilitateur des échanges, mais en aucun cas ne peut se substituer à la décision de la personne. Et quand la personne n'est pas en mesure de décider pour elle-même sur ces questions difficiles? Lorsque la personne n'est pas en mesure de décider pour elle-même pour ces questions difficiles, il peut y avoir une forme de concertation plus large avec la famille, avec les tuteurs, avec l'équipe médicale, l'équipe médico-sociale. Mais en aucun cas, c'est une personne et une unique personne qui va se substituer à la décision, surtout pour les directives anticipées. Merci beaucoup. On approche de la fin de ce webinaire. Peut-être une dernière question pour clore. Est-ce que il y a une question de montant, d'importance du montant pour qu'un tuteur décide ou non par exemple, s'opposer à un achat quand il y a une mesure de curatelle ou de tutelle?
Alors, je dirais oui et non. C'est un petit peu comme pour nous, en fait. Nous, quand on achète quelque chose, normalement, il faut qu'on en ait besoin, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Donc, dans la mesure de protection des biens, ça va être la même chose. Il faut que l'achat, s'il est important, représente un besoin pour la personne. Alors, ça n'est pas forcément un besoin, une nécessité absolue, etc. Ça peut être un besoin de loisir, un besoin de voyage, etc. Mais il faut que c'est une véritable sens dans la vie de la personne et puis ensuite qu'elle en ait les moyens. Et dans la mesure où cette décision n'est pas aberrante et que la personne en a les moyens, eh ben, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Merci beaucoup. C'est la fin de ce webinaire. Navré pour toutes les questions qui continuent d'affluer et auxquelles nous n'avons malheureusement pas eu le temps de répondre. Merci à tous pour votre participation. Sachez que ce webinaire a été enregistré et pourra être disponible en rediffusion sur nos chaînes YouTube, sur nos réseaux LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner également pour recevoir la newsletter et toutes les dernières informations. On vous souhaite un bel été et on vous retrouve en septembre pour notre prochain webinaire qui va porter sur les particularités sensorielles dans les maladies rares. Merci à tous. Merci professeur Demilly et bonne journée. À bientôt.